Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Vous êtes ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Dialogue social, très important aujourd'hui. Absolument, Très dans important, tous les domaines exactement. et sur tous les sujets. Vous avez eu de la chance parce qu'avec le psychodrame de l'UMP, on n'a pas trop braqué nos projecteurs sur vous. Mais vous aussi, vous avez vos psychodrames. Il ne faut pas le cacher. La seule différence, faut pas se le cacher. La seule différence, elle est de taille, c'est que d'un côté, il y a un psychodrame de rapport au pouvoir, de prise de pouvoir dans un parti politique, ce qui est très important, mais c'est quand même pas la vie quotidienne des Français. Lorsque, puisque je pense que c'est à ça que vous faisiez allusion, on parle des mesures, des décisions, des engagements pour maintenir une activité, pour maintenir de l'emploi, là, on est dans le concret. On est dans ce qui préoccupe les Français au premier chef. Et c'est quand même un psychodrame parce que pendant 48 heures, on a eu plusieurs sons de cloche. Donc, première question toute simple, est-il vrai qu'Arnaud Montebourg a songé à démissionner parce qu'il s'est senti désavoué par Jean-Marc Ayrault vendredi soir sur la nationalisation de Florange? Vous ne pouvez poser cette question qu'à une seule personne, qui est en l'occurrence Arnaud Montebourg. Mais ça, vous en restez toujours à la question du pouvoir, du rapport du pouvoir. On va venir sur le fond, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas que ça déteigne, que ce qui se passe à l'UMP déteigne sur tout le reste. Hein, le pouvoir, ça compte. Ne me dites pas que vous n'avez que c'est pas important parce que vous seriez de gauche que ce ne serait pas important. Non, la seule différence, c'est que nous sommes au pouvoir. Et donc les batailles de pouvoir nous intéressent moins et m'intéressent moins que ce que l'on fait lorsqu'on a la responsabilité. Et là, nous sommes en responsabilité avec ce que ça a de difficulté. Parce que parfois il peut y avoir de contradictions, les critiques que nous pouvons recevoir. Mais la première des tâches qui est la nôtre, c'est d'expliquer quelles sont les décisions qui ont été prises. Donc parlons du fond du sujet. Quand même. Donc il y a eu menace de démission, il y a eu psychodrame ce week-end, il y a eu quand même opposition, il y a eu quand même deux lignes qui ont cohabité, qui se sont exprimées à l'intérieur du gouvernement. Ce week-end ont été prises un certain nombre de décisions qui vont permettre d'éviter qu'il y ait des licenciements là où il y avait des licenciements d'annoncés. C'est pas sans importance qu'un PSE annoncé ne soit pas mis en œuvre et qu'il y soit renoncé. C'est quand même 629 personnes qui étaient mises en cause dans leur vie et qui vont pouvoir être, de ce point de vue-là, rassurées. Vous savez, si dans une autre entreprise, on avait sauvé 629 emplois, on en parlerait très concrètement et très directement. Ça, c'est la première décision. On a sauvé 629 emplois. Deuxième décision, des investissements qui vont être très importants et qui vont être faits par ArcelorMittal pour maintenir de l'activité au-delà des 629 emplois sur ce site. C'est pas sans conséquence. C'est pas quelque chose qui arrive par inadvertance. C'est parce qu'il y a eu une discussion qui a été très ferme avec ArcelorMittal. Et puis il y a l'avenir des hauts fourneaux avec un projet d'avenir qui s'appelle, comme vous le savez, qui a comme capacité Ulcos, qui a comme capacité de produire de l'acier propre. C'est pas non plus sans conséquence pour l'avenir de la France et son environnement. Alors là-dessus, eh bien. Sur les syndicats, les syndicalistes sont très inquiets quand même sur le maintien des emplois parce qu'ils considèrent que ce n'est qu'une sorte de sursis, de nouveaux délais accordés à Florange. Sur le Ulcos, l'ancien PDG d'ArcelorMittal, Guy Dolé, dit mais non, ce n'est pas un projet qui fera vivre Florange, c'est illusoire. Enfin voilà, oui, ça c'est aussi les réactions depuis bien 24 heures, elles sont plutôt négatives. Je comprends toutes les réactions de ceux qui ont vécu, vivent encore aujourd'hui, sur ce site, d'une part, un certain nombre de paroles d'engagement qui n'ont pas été tenues et qui vivent une inquiétude personnelle très profonde. Donc je comprends leur scepticisme, je comprends leurs interrogations. Mais notre rôle aujourd'hui, le rôle du Premier ministre, puisqu'il va recevoir l'intersyndicale, c'est d'expliquer très précisément et très concrètement les décisions, les engagements et l'attitude du gouvernement qui sera de veiller scrupuleusement, jour après jour, au respect de ses engagements. Est-ce qu'il y aura une structure qui pourra contrôler? Nous le verrons en particulier avec les organisations syndicales. Mais la grande différence, moi je comprends, il y a déjà eu des engagements sur Gandrange qui n'ont pas été tenus. Donc ils se disent, il prend des engagements sur Florange, pourquoi tiendrait-il ces engagements? Je comprends cette interrogation. La grande différence, sur Gandrange, c'était des mots. C'était des mots. Et vous savez ce qu'on dit, les mots s'envolent. Là, c'est un écrit.
Et l'écrit, il reste. Et où est-il cet écrit? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas à la disposition des syndicats qui se plaignent de l'absence de transparence de la part du gouvernement? Il appartiendra au Premier ministre de donner les informations les plus précises. Mais il va les leur donner mercredi? Mais il y a des engagements extrêmement concrets, précis, inconditionnels, écrits, qui ont été pris par Mittal. Est-ce que ça garantit qu'il va les respecter? C'est quand même une garantie un peu supérieure à des paroles en l'air. Donc, s'il y avait des paroles en l'air, et là, il y a un écrit qui est un écrit très précis. Et un gouvernement qui est décidé, le président de la République l'a encore rappelé aujourd'hui, à faire en sorte que tous les engagements soient scrupuleusement respectés. Les engagements sur l'emploi, les engagements sur les investissements et les engagements sur l'avenir. Les paroles en l'air, on a eu l'impression d'en avoir entendu, ou en tout cas, on se pose des questions. Tous les Français, c'est normal, se disent, lorsqu'on a Arnaud Montebourg qui à l'Assemblée nationale dit, il y a un repreneur sérieux, crédible, qui va mettre 400 millions de son argent personnel, qui est un assiériste. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Oui ou non? C'est normal. Est-ce qu'on a confiance en la parole d'un ministre ou pas? Mais est-ce que vous pensez que ArcelorMittal, ses dirigeants, compte tenu de leur passé, compte tenu de leur personnalité, auraient cédé à un certain nombre de demandes précises du gouvernement s'ils avaient le sentiment qu'il n'y avait aucune autre alternative? Il fallait construire une alternative. Cette alternative, elle a été construite, et en particulier, elle a été construite par le ministre du redressement productif. Il a construit pas à pas cette alternative. Autour de la personnalité de Bernard Serra, le président du FC Metz. Je ne connais pas les noms, je n'ai pas à les connaître, et s'ils doivent être connus... C'est une information du Nouvel Obs.fr ce soir. Est-ce que vous nous la confirmez? Je n'ai ni les moyens de confirmer, ni les moyens d'affirmer. Vous n'êtes pas au courant? Non, je n'ai pas à être au courant. Il a construit une alternative solide, avec y compris la possibilité pour l'État de participer à cette alternative, ce qu'on a abusivement d'ailleurs appelé une nationalisation, mais qui est une participation qui aurait été une participation, ou qui pourrait être une participation à un autre projet alternatif. C'est parce que ce projet alternatif a été construit que ArcelorMittal a bougé. Et c'est à cause de ce projet alternatif que ArcelorMittal a écrit précisément quels étaient ses engagements. Michel Sapin, vous étiez vous-même contre la nationalisation. Je suis parfaitement contre la nationalisation de la sidérurgie. Vous l'avez dit. Oui, mais j'ai dit exactement au même moment, dans la même phrase, mais on retient toujours que ce que l'on veut retenir, que s'il s'agissait de porter pendant une certaine durée, et je reprends mes mots, pour faciliter une transaction, dans la transition qui facilitait une transaction, il était légitime en France, comme dans beaucoup d'autres pays, que l'État puisse s'engager. Donc c'est ça qui a construit l'alternative. Et c'est parce qu'il y avait une alternative que ArcelorMittal a bougé et a pris des engagements qu'il n'était pas prêt à prendre. C'est ça la politique gouvernementale, c'est ça l'action, c'est ça la responsabilité. Donc Arnaud Montebourg a été utile. Il est plus qu'utile. C'est lui qui a construit cela, c'est lui qui a permis que se construise un rapport de force, et c'est parce qu'il y avait un rapport de force que, au bout du compte, il y a eu un résultat différent de celui que ArcelorMittal avait l'intention de mettre en œuvre. Et alors pourquoi Jean-Marc Ayrault, vendredi soir, ne cite pas le nom d'Arnaud Montebourg, a l'air de désavouer totalement sa solution et que lui-même se sent blessé et il doit être réconforté samedi matin par le président de la République? On n'a pas rêvé quand même. Vous avez dit le mot, à l'air. Non, il n'avait pas l'air. Il a annoncé les décisions. Il a annoncé ne cite pas le nom d'Arnaud Montebourg. Et alors, il n'a pas cité le mien non plus, j'étais vexé. Bon, non. Alors, il est susceptible alors, Arnaud Montebourg. Il a annoncé les décisions que, en tant que Premier ministre, chargé de l'interministériel, travaille avec lui un certain nombre de ministres. Il y avait Arnaud Montebourg, il y avait le ministre de l'économie et des finances, il y avait moi-même. On a travaillé sur ce sujet, mais c'est le Premier ministre, c'est son rôle. Il est le chef du gouvernement qui a annoncé, sur les 3 points que j'ai dit au départ, les décisions qui avaient été prises et que nous n'aurions pas obtenues si ce rapport de force avec ArcelorMittal n'avait pas été créé. Au final, on a l'impression quand même que la méthode Hollande, elle est un peu de la godille, parce qu'il est un jour sur la nationalisation, même temporaire, mais le mot est fort, le mot sonne comme une menace. Mais le mot, c'est vous qui l'avez... Enfin, c'est vous. C'est les médias qui ont sorti le mot de nationalisation. Non, c'est le mot d'Arnaud Montebourg. Non, mais il faudrait garder les choses. Après, les mots courent tout seuls, Même le président l'a utilisé. Il l'a utilisé en cours d'une conférence de presse en disant la nationalisation fait partie des solutions. On peut faire tout un débat sur les mots. Mais le mot de nationalisation ne veut surtout pas dire une nationalisation d'un secteur. Il s'agissait de faire en sorte qu'éventuellement un atelier, un site puisse être propriété
je ne sais pas collective, mais en tous les cas, qu'il puisse y avoir une intervention de l'État dans la propriété. Mais ça a été fait déjà dans Dexia. On a parlé de nationalisation de Dexia. Non, c'est l'intervention de l'État. Dexia était une banque. Donc ce sont des choses qui se font tous les jours, avec la droite comme avec la gauche. C'est un outil. Et le fait que cet outil ait existé et qu'il était forgé, et en particulier forgé par Arnaud Montebourg, a permis de faire plier Mittal. C'est simple comme bonjour. C'est pas la peine de faire de la psychologie sur les personnages. Oh, franchement, ça existe quand même. Mais on a eu l'impression... Les personnages existent, la psychologie existe. Ce qui compte, c'est l'action. Oui, enfin, on a quand même eu l'impression de voir dans l'action deux lignes. Une ligne de la gauche plutôt étatiste, qui veut une intervention de l'État dans l'économie, et une ligne plutôt qui fait plus confiance aux entreprises et qui privilégie finalement cette solution pour ne pas donner de mauvais signal, notamment aux investisseurs étrangers. On n'a pas rêvé, je le répète. Heureusement qu'il y a eu ces deux actions parallèles et convergentes. C'est cela qui a permis, au bout du compte, d'aboutir à une solution. Vous diriez que Jean-Marc Ayrault et Arnaud Montebourg ont eu des lignes parallèles et convergentes? Bien sûr. Il y a eu la création d'une alternative, forger une alternative, la recherche d'une solution, et au bout du compte, ça a permis d'obtenir ce que je vous décrivais. Des emplois qui sont sauvés. Je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de perdre leur emploi et qui se disent « Ah, quand même, ils ont de la chance, là ». 629 emplois qui sont sauvés. Donc il faut aussi penser au principal. Qui sont sauvés jusqu'à quand? Alors, je peux vous demander si votre emploi est sauvé pour combien de temps? Bon, donc il y a 629 emplois qui sont sauvés sur ce site, avec des investissements derrière qui crédibilisent bien entendu les choses. Si un atelier restait comme ça sans aucun entretien, sans aucun investissement, on pourrait se poser des questions. Là, il y a des investissements. Donc il y a tous les éléments qui montrent qu'il y a un avenir sur ce site, pour les salariés concernés comme pour la production. Le chômage, François Hollande répète qu'il croit toujours dans l'inversion de la courbe du chômage, alors que les chiffres sont exceptionnel. L'opposition remarque que le chômage augmente 2 fois plus vite que lorsqu'elle était au gouvernement. Ouais, enfin, l'opposition ferait bien de se taire sur ce point-là. Elle ferait mieux de s'occuper de ses rapports du pouvoir. D'ailleurs, elle s'en occupe très bien. Parce que c'est parti il y a longtemps, 18 mois. La machine s'est emballée avec Nicolas Sarkozy et Fillon, Premier ministre. Ils ont dissimulé pendant quelques mois un certain nombre d'éléments de chômage que nous retrouvons aujourd'hui. Donc personne ne peut dire que le chômage d'aujourd'hui est le produit de notre politique. C'est le produit de leur politique. Mais je laisse ça pour le passé. Parce que je le répète, nous sommes responsables d'aujourd'hui et de demain. Donc nous menons une politique. Nous mettons en place les emplois d'avenir. Le contrat de génération, la semaine prochaine, est-ce que vous êtes optimiste sur les négociations sur l'emploi qui sont un élément clé les négociations sont en cours. Voilà des politiques, voilà des décisions. On est en train de forger une réalité. Alors c'est cette réalité qui permettra de lutter contre le chômage de demain et de créer des emplois pour demain. Sur ces négociations, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste. Il faut regarder les choses. La négociation s'est nouée. Les partenaires discutent. Ils discutent âprement, parce que les positions sont très différentes entre un patronat qui ne voudrait que de la flexibilité, ils le disent trop d'ailleurs, et des syndicats, et c'est leur rôle, qui cherchent à ce qu'il y ait des nouveaux droits pour chacun des salariés, qui sécurisent chacun des salariés dans leur emploi ou quand ils ont perdu leur emploi pour en retrouver un. Donc il y a des négociations qui sont en cours. Je crois que ces négociations sont nouées, c'est le principal. Maintenant, ils sont responsables de cette négociation, les partenaires sociaux. C'est à eux de prouver que cette responsabilité, ils peuvent l'assumer. Je suis persuadé, pour ma part, qu'ils peuvent assumer cette responsabilité et peuvent trouver le compromis solide, le compromis positif, le compromis qui permet d'avancer, qui donne plus de sécurité pour chacun des salariés et plus de capacité d'adaptation à l'entreprise d'une manière générale. Vous avez répondu sur Sephora. C'est une démarche de cette marque qui veut rester ouverte très tard la nuit. Vous avez dit il y a une loi, il faut la respecter. On a compris que des choses. Ça allait être difficile pour ce magasin de rester très tard ouvert après minuit. Il y a aussi le travail le dimanche. Il y a aussi mais on a l'impression quand même une certaine incohérence. Il y a des boutiques de jardinage et des boutiques de meubles qui peuvent rester ouvertes, d'autres de bricolage qui ne peuvent pas rester ouvertes. Est-ce que vous allez mettre un peu à plat tout ça ? La cohérence, il devait y avoir une incohérence, là aussi, il faut la reprocher auparavant. Vous essayez de faire bouger les lignes n'importe comment. Et ils ont essayé de valider des situations existantes, ce qui n'est pas une bonne manière de faire. Bien, aujourd'hui, il existe des dispositions légales. Ces dispositions légales permettent, dans certains endroits ou dans certains secteurs, d'ouvrir le dimanche. On me pose la question, est-ce que vous voulez faire bouger cela ? Pourquoi ? Pour excuser, pour en quelque sorte valider a posteriori des ouvertures illégales ? Ma réponse est non. Nous ne sommes pas là pour dire à quelqu'un qui a brûlé un feu rouge « Ah ben vous aviez eu raison de brûler le feu rouge ». Si le feu rouge est brûlé,
il doit être sanctionné. Enfin, c'est quand même la moindre des choses. N'importe qui nous écoute comprend cela. Après, on peut discuter. On peut dire la loi n'est pas bonne, on devrait pouvoir travailler la nuit, on devrait pouvoir travailler le dimanche. Enfin, je vais vous donner un sondage parce que je trouve très intéressant. C'est sur le dimanche. On fait un sondage, il s'appuie beaucoup sur ce sondage, qui dit 60% des Français aimeraient que les magasins soient ouverts le dimanche. Puis il y a à côté une autre question. 6% des Français 6% qui aimeraient des Français travailler. veulent bien travailler le dimanche. Oui, Oui, on ne peut pas faire tout à la fois. Donc on ne peut pas vouloir être au repos le dimanche et en même temps faire travailler les autres le dimanche. C'est pour ça qu'il y a des lois. C'est ça qui permet de trouver un équilibre dans une société. Un tout dernier mot, l'UMP, vous regardez le feuilleton comme tout le monde. Vous avez un conseil non, je à ne leur regarde donner? plus. Vous avez décroché. Il y a longtemps même que j'ai décroché. Quel conseil vous leur donneriez? Je ne donne aucun conseil. Moi, je m'occupe de ce qui est de ma responsabilité. C'est toute la différence entre ceux qui sont dans le virtuel, l'opposition, et ceux qui sont dans le réel. Quand même, majorité. ce week-end, vous avez un peu ressemblé au psychodrame et on verra si ça dure ou non, pas. vous n'avez même pas réussi à faire la comparaison. Merci Michel Sapin d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, c'est le journal de Rachid Embarki et puis notre face-à-face entre Luc Ferry et Roland Quérol, le philosophe et le politologue. À tout de suite.